Samedi 18 juin, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres. Au Maroc, le 20 juin 2022, les citoyens commémorent les émeutes du pain de 1981. 41 ans après ce crime, 3 syndicats appellent à manifester massivement lundi et à dénoncer la politique sociale du Marcel. Tunisie, projet de la nouvelle constitution présenté lundi après le Saïed d'une nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum le 25 juillet prochain. Forum économique international à Saint-Pétersbourg, l'Algérie et la Russie conviennent de la nécessité d'intensifier les rencontres entre les opérateurs économiques des deux pays. Yémen, la trêve dans le pays saluée par l'émissaire de l'ONU Hans Grundberg, elle laisserait une marge de manœuvre pour engager un règlement politique au conflit. Il y a 41 ans donc, les émeutes du pain au Maroc avaient fait plus de 100 morts et plus de 200 blessés. Le 20 juin, une date sombre dans l'histoire de ce pays. Cette année, les différents syndicats appellent les Marocains à sortir massivement dans les rues pour commémorer les martyrs de la baguette. 41 ans après, le Marzen continue de mener doucement mais sûrement le pays vers le chaos. Mohamed Amina Berkane. Les émeutes de Fès au Maroc vendredi dernier auraient fait au moins 100 morts et 200 blessés. Une association de défense des droits de l'homme cite le chiffre de 80 victimes alors que les autorités s'en tiennent au bilan officiel, 5 morts et 127 blessés. 20 juin 1981, 20 juin 2022, rien n'a changé au Maroc. Le mouvement de protestation mené cette année-là, surnommé par la classe ouvrière marocaine l'émeute du pain, n'a l'air d'avoir apporté aucun changement aux populations. Interdit. C'est interdit de parler. Inflation, hausse des prix, rareté des denrées alimentaires et chômage sont le lot quotidien des sujets de son Altesse le Roi. Alors que le gouvernement marocain tente de trouver une échappatoire et de donner des assurances qui n'arrivent toujours pas à tenir, le ras-le-bol s'intensifie et se fait de plus en plus ressentir. Et pour répondre à cette énième provocation et protester contre une hausse des prix insupportable qui s'est généralisée sur tous les produits de première nécessité, 3 syndicats ont décidé d'un commun accord de paralyser l'administration publique dès le 20 juin. La Confédération Générale du Travail, l'Organisation Démocratique du Travail et la Fédération des Syndicats Démocratiques avaient auparavant déposé sur la table du gouvernement Khanouch toute une batterie de revendications, parmi lesquelles une qui est très importante pour les syndicats instigateurs de cette grève, une augmentation générale des salaires et des pensions de retraite dans un royaume où l'inflation a atteint un seuil insupportable. Voyant leurs revendications non satisfaites, ils décident donc de passer à l'acte et appellent à une grève générale. Ces mêmes organisations prennent le gouvernement pour seul responsable de la situation critique qui prévaut dans le pays et qui a complètement anéanti une classe ouvrière toujours à la recherche d'une vie digne. Seul coupable pour les syndicats marocains, Aziz Khanouch, qui est constamment pointé du doigt. Connu pour être très proche du palais royal, l'oligarque est accusé d'atteinte à la stabilité sociale. Le Marzen avait pourtant annoncé récemment que le Maroc est épargné d'une crise de blé et de carburant, malgré des tensions géopolitiques qui règnent dans le monde. Un énième mensonge qui poussera les Marocains dans les rues le 20 juin pour commémorer les émeutes du pain. En Tunisie, dans un contexte de développement inédit sur la scène politique, le chef du comité de rédaction de la nouvelle constitution tunisienne déclare qu'il remettrait le projet de constitution au président Kais Saïed ce lundi, selon des sources médiatiques, en attendant une déclaration officielle, une nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum le 25 juillet prochain. Amin Touta. Toutes les voies vont vers une nouvelle constitution pour le président tunisien Kais Saïed. Une constitution nouvelle qui prendra forme le lundi 20 juin, après la remise du projet par le chef du comité de rédaction à la présidence tunisienne, suivi d'un référendum le 25 juillet prochain. Ce plan constitutionnel tracé par Kais Saïed est tourmenté depuis plusieurs jours.
en raison d'une opposition dirigée principalement par l'Union générale tunisienne du travail, qui a décliné l'appel au dialogue. Une nouvelle constitution qui prévoit éventuellement une suppression des instances créées auparavant dans le cadre des quotas partisans. Toutefois, la possibilité de créer de nouveaux organes serait maintenue selon les besoins. Le président choisit et nomme le Premier ministre après un scrutin électoral et un gouvernement qui prendrait la forme d'un organe d'initiative et de contrôle chargé du système économique, alors que le Parlement maintiendrait son rôle législatif. La date du référendum s'approche et la tension persiste entre opposants et partisans de la révision constitutionnelle. Une constitution qui pourrait rompre avec la version 2014. Et en attendant le jour du référendum, des mouvements de protestation s'enchaînent à l'image des magistrats tunisiens qui entament leur 3e semaine de grève. Et on va en parler un peu plus en détail avec le journaliste tunisien Karim Ben Saïd qui nous rejoint via Skype. Bonsoir, monsieur Ben Saïd. Bonsoir. Alors, on vient de le voir, on vient de l'entendre, un projet donc d'une nouvelle constitution très attendue serait présenté dès lundi au président Kais Saïed. Qu'est-ce qui ressort exactement de cette nouvelle constitution et qu'est-ce qu'elle changera réellement dans le paysage politique de la Tunisie ? Alors tout est relatif, vous dites qu'elle est très attendue, mais je pense que au niveau de la population, elle n'est pas du tout attendue, puisqu'il y a une sorte de désaffection de la vie politique pour les citoyens. Et là, l'enjeu, le principal enjeu pour le 25 juillet, c'est vraiment le taux de participation à ce référendum. On doit rappeler que le processus choisi par le président de la République, Kais Saïed, est un processus assez opaque. Donc il a nommé M. Sebr Belaïd comme président et coordinateur de la Commission nationale consultative pour la préparation de cette nouvelle constitution qui contient un certain nombre de sujets évoqués, expliqués par le reportage que vous avez passé. Je m'arrête juste au niveau du Parlement. Pour la nouvelle constitution, le Parlement aura exclusivement un rôle législatif. On lui ôte le qualificatif de pouvoir, d'après les informations, parce que, comme je vous l'ai expliqué, le processus est très opaque. On lui enlève ce qualificatif de pouvoir, ce qui signifie qu'il ne sera plus politique, mais exclusivement législatif. C'est-à-dire que le rôle de contrôle du pouvoir exécutif, qui est entrepris depuis 2011, depuis finalement l'ANC, l'Assemblée nationale constituante, eh bien n'existerait plus selon cette nouvelle constitution qui serait éventuellement présentée lundi. Alors, on ne sait même pas comment la campagne pour ce référendum va se dérouler. Donc le processus reste pour l'instant assez étrange. Merci Karim Ben Saïed pour ces précisions. Je le rappelle, vous étiez en direct avec nous depuis Tunis. Au Mali, une loi électorale a été adoptée hier. Elle a été votée par une large majorité du Conseil national de transition malien. Cette nouvelle loi électorale a pour objectif d'améliorer l'organisation des futurs scrutins, notamment avec la mise en place d'un organe unique de gestion des élections. Tinhinen Makassi. La transition en Mali semble mener son petit bonhomme de chemin, avec en ligne de mire la refondation du Mali. C'est dans ce sillage que le Conseil national de transition malien a adopté vendredi après-midi une nouvelle loi électorale. Adoptée par une large majorité du Conseil de transition, après avoir apporté 92 amendements au texte initial proposé par les autorités de transition, qui lui comprenait près de 219 articles. Selon la presse malienne, 115 membres du Conseil ont voté favorablement, contre 3 rejets et aucune abstention. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, devra à présent la promulguer pour qu'elle soit diffusée sur l'ensemble du territoire malien. Ce texte de loi qui régira dorénavant la vie électorale au Mali était largement attendu par le peuple malien et comporte des nouveautés notables, telles que la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections ou encore l'instauration pour les législatives d'un mode de scrutin proportionnel qui vient remplacer le scrutin majoritaire actuel. La nouvelle loi électorale fixe non seulement les modalités pour être candidat, mais aussi celles des électeurs.
Pour rappel, l'adoption de ce nouveau projet de loi intervient alors que le bras de fer qui oppose les autorités de transition au Mali et la CEDEAO ne connaît toujours pas d'épilogue. Sénégal, 3 personnes sont décédées dans des heurts qui ont éclaté hier. Un bilan non confirmé par les autorités. La Croix-Rouge a confirmé avoir pris en charge un corps dans la capitale. L'opposition dresse un bilan de 2 morts au sud du pays, à Ziguinchor. L'opposant Ousmane Sonko était bloqué à son domicile, encerclé par les forces de sécurité. Hier, il a déclaré le soir que, je cite, « Ces crimes de plus ne resteront pas impunis ». Fin de citation. Dans le volet diplomatie, le ministre algérien des Affaires étrangères Amtan Lamamra est en visite de travail au Rwanda en qualité d'envoyé spécial du président Abdelmadjid Tebboune. Et à cette occasion, monsieur Lamamra sera reçu donc en audience par le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, afin de lui remettre un message écrit de son frère, le président Abdelmadjid Tebboune. Le chef de la diplomatie algérienne a eu auparavant des entretiens avec son homologue rwandais, Vincent Biruta, au cours desquels les 2 ministres ont procédé à un échange de vues sur les prochaines échéances bilatérales et multilatérales. Et direction Saint-Pétersbourg au Forum économique international annuel où l'Algérie et la Russie ont convenu de la nécessité d'intensifier les rencontres entre les opérateurs économiques des 2 pays, plutôt avec pour objectif établir des partenariats mutuellement bénéfiques et relancer la coopération dans le domaine des zones industrielles. Mohamed Wali Ben Chabel. L'Algérie et la Russie examinent les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des échanges économiques. En marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, Alger et Moscou soulignent la nécessité de donner un nouvel élan à la coopération économique et de lancer des projets de partenariat sur la base gagnant-gagnant. Nous envisageons d'intensifier la coopération pour identifier les domaines à exploiter sur le court terme et de relancer la coopération dans le domaine des zones industrielles. Nous sommes prêts à lancer des projets de partenariat utiles et mutuellement bénéfiques pour assurer le transfert de la technologie et la main-d'œuvre qualifiée. Cette manifestation économique permet à l'Algérie et la Russie de passer en revue et d'évaluer l'état de la coopération économique. Il a été convenu d'intensifier les rencontres entre les opérateurs économiques des 2 pays dans le but de conclure des partenariats mutuellement bénéfiques ainsi que d'initier une coopération dans le domaine des zones industrielles. Les parties algériennes et russes ont également convenu d'envoyer une coopération dans le domaine des zones industrielles, un domaine dans lequel la Russie possède une vaste expérience. Hisser le volume des échanges commerciaux entre Alger et Moscou est un grand défi à relever. L'année 2022 s'annonce prometteuse en matière de partenariat économique entre les 2 capitales, concrétisant ainsi les multiples accords signés depuis 2016. Et l'expert en économie Mohamed Boukhari nous rejoint pour nous apporter un peu plus de précision sur le sujet. Bonsoir Monsieur Boukhari. Bonsoir, madame. L'Algérie et la Russie, on disait à l'instant, visent à intensifier les rencontres entre les opérateurs économiques pour donc renforcer la coopération bilatérale et identifier les domaines à exploiter. Quelle est votre lecture de cette coopération économique algéro-russe ? Écoutez, madame, donc la politique de l'Algérie a toujours été claire, pragmatique et équilibrée, œuvrant pour la prospérité dans le monde. D'ailleurs, c'est pourquoi notre pays, l'Algérie, jouit d'un grand respect et d'une grande considération partout dans le monde. Et justement, la relation entre l'Algérie et la Russie s'inscrit exactement dans cette perspective. Il y va donc du bon sens et de la bonne gouvernance d'œuvrer dans cette voie, particulièrement dans le domaine économique, d'où l'intérêt de promouvoir la coopération entre les opérateurs économiques de notre pays et ceux de la Russie. Vous savez, pour maximiser les chances de réussite, les échanges et la coordination s'imposent. Et c'est ce qui se ressort du voyage de Monsieur le ministre de l'Industrie en Russie, où il a exposé les potentialités de l'économie algérienne et les réformes qui y sont menées, notamment le nouveau code de l'investissement. Personnellement, je m'attends donc à une coopération dans un esprit gagnant-gagnant
dans le strict respect des intérêts individuels de chaque pays et bien évidemment en prenant en considération les perspectives de l'évolution de l'économie mondiale. Merci, Monsieur Mohamed Boukhari. Je le rappelle, vous êtes expert en économie. Et on va parler de transport à présent. En Algérie, le nouveau président directeur général d'Air Algérie, Yassine Ben Slimane, a été chargé de procéder immédiatement à l'application de la décision du président Abdelmadjid Tebboune. Cette décision porte sur l'acquisition de 15 nouveaux avions pour renforcer la flotte de la compagnie. Des instructions ont été données en vue d'ériger l'aéroport d'Alger en hub mondial pour le transport aérien des voyageurs et des marchandises. Et on écoute à ce propos le ministre algérien des Transports. Pour le nouveau directeur général, on a eu des discussions sur comment améliorer le service de la compagnie et la modernisation d'Air Algérie. Et on a défini les grandes lignes, avec des priorités. Parmi les priorités, l'acquisition de 15 appareils immédiatement, en application des décisions prises par le président de la République, et en appui pour la flotte existante. De ce fait, on a donné des consignes au nouveau directeur général pour prendre attache avec les différents constructeurs aéronautiques pour leur acquisition. Hans Grunenberg, l'émissaire de l'ONU pour le Yémen, a salué la reconduction pour 2 mois de la trêve dans ce pays déchiré par plus de 7 ans de guerre. Cette trêve, initialement instaurée le mois d'avril dernier, a apporté un répit humanitaire à la population. Elle laisserait une marge de manœuvre pour engager un règlement politique au conflit. Souila Kilal. La récente reconduction pour 2 mois de la trêve au Yémen a été saluée par l'émissaire de l'ONU. Pour Hans Grunberg, cette trêve serait un premier pas pour un règlement de paix. De mon point de vue, mon souhait évident est que cette normalisation se poursuive, que ce soit pour l'aéroport, mais aussi toutes les autres questions dans lesquelles nous nous impliquons. Je pense que cette trêve est une première étape vers un accord plus large. Le gouvernement du Yémen et les rebelles Houthis ont accepté le 2 juin dernier de reconduire la trêve qui, en vigueur depuis le 2 avril, a entraîné une réduction des combats, une reprise des vols commerciaux à partir de Sanaa et un meilleur accès humanitaire. Il y a eu plusieurs tentatives pour résoudre le problème de la fermeture des routes aux alentours de Taïz auparavant, et cela s'est toujours avéré compliqué. Si l'on regarde les faits, nous avons engagé des négociations directes sur la question ces 2 dernières semaines, et c'est très peu comparé aux précédentes tentatives. Nous observons des avancées, les 2 côtés nous font des propositions. We have seen steps forward. We have seen both sides coming with proposals. Le Yémen est dévasté depuis plus de 7 ans par une guerre opposant les Houthis au gouvernement. Ce conflit a déclenché la pire crise humanitaire au monde, faisant des centaines de milliers de morts et laissant des millions de personnes au bord de la famine. Et en Équateur, l'état d'urgence a été annoncé dans 3 provinces du pays par le président équatorien Guillermo Lasso. Cette annonce intervient après des violences survenues lors de manifestations d'indigènes contre les prix du carburant. L'état d'urgence permet au président de mobiliser les forces armées pour maintenir l'ordre, de suspendre les droits des citoyens ou d'instaurer des couvre-feux. Je suis déterminé à défendre notre capitale et le pays, ce qui m'oblige à déclarer l'état d'urgence dans les provinces de Pichincha, Imbabura et Cotopaxi à partir d'aujourd'hui à minuit. Au Pérou, le président péruvien Pedro Castillo a été entendu pendant 4 heures dans le bureau du parquet à Lima, qui enquête sur une affaire de corruption présumée. Le bureau du procureur enquête sur Castillo pour trafic d'influence, collusion et organisation criminelle. Et au Bangladesh, au moins 25 personnes sont mortes dans des inondations. Les fortes pluies de moisson ont laissé des millions de personnes dans une situation de détresse. La majeure partie du nord-est du pays est sous l'eau et des troupes ont été déployées pour évacuer les habitants qui se retrouvent isolés. Des écoles ont été transformées en abris d'urgence pour accueillir les habitants des villages qui ont été inondés en l'espace de quelques heures à la suite de fortes crues.
Et en Chine, au moins une personne a été tuée dans l'incendie d'une usine chimique à Shanghai. Le feu s'est déclaré alors que Shanghai, la capitale économique de la Chine, reprend prudemment son activité après avoir été totalement confinée durant 2 mois en réponse à une flambée épidémique de la Covid-19. Et on peut le voir sur ces images, d'épais nuages de fumée noire qui s'élèvent dans le ciel. Les médias locaux n'ont pas indiqué la cause de cet incendie pour l'instant. J-6 donc du coup d'envoi de la très attendue 19e édition des Jeux méditerranéens qu'abrite pour cette édition donc la ville d'Oran. Ce soir, Faisal Salah nous fait découvrir l'un des sites les plus importants de ce jeu. Il s'agit du village olympique qui abritera les athlètes et leurs délégations. On regarde. Les années défilent, le temps passé et Oran est toujours radieuse. Une smart ville qui n'a jamais cessé d'évoluer durant toute son histoire. El Behia aura les yeux de la Méditerranée rivés sur elle. À quelques jours de la 19e édition des JM, Oran s'expose avec ses belles infrastructures, mais aussi avec sa richesse naturelle. À l'est d'Oran, on trouve la forêt de Canastel, telle qui permet de lutter efficacement contre le stress et qui donne un bain d'oxygène aux sportifs et aussi une magnifique vue panoramique sur la Méditerranée. À 4 km du massif forestier, on trouve le village méditerranéen, la maison des athlètes à Oran. Ce village, aujourd'hui, il répond aux normes vraiment hôtelières, pas uniquement de village méditerranéen. On est bien arrivé dans un concept de, on va dire qu'on est monté jusqu'aux 3 étoiles. Le village est l'aboutissement d'une stratégie urbaine de long terme afin d'organiser les grands événements internationaux. Les derniers plans qu'on a, c'est à partir du 21 juin qu'on commencerait peut-être à voir des délégations arriver, bien sûr en attente de confirmation de leur part. Durant 15 jours, les athlètes et membres de délégations en provenance de 26 pays passeront la plupart de leur temps libre au village. Ce village contient 2100 chambres à peu près qui abritent 4225 lits. On a 4 restaurants qui sont fonctionnels, on a 4 salles de sport, plus des terrains de basket 3x3 et un grand terrain de foot. Le comité d'organisation promet que les déplacements des athlètes vers les sites des compétitions vont être faciles et rapides, vu la proximité du village des lieux. Oui, on a fait un plan de transport interne au village où les athlètes ne devront pas attendre au-delà de 3 minutes avec les navettes qui vont circuler dans le village, vu que le village quand même il fait 39 hectares. 6 minutes du complexe olympique à 2,6 km, 14 minutes du CCO où il y aura du karaté. Les athlètes n'auront pas de difficultés sur le plan de transport. Les Jeux méditerranéens et leurs valeurs vont être célébrés ici au stade olympique d'Oran. Ce magnifique complexe, Oran a les moyens, Oran a les infrastructures et aussi les ressources humaines pour réussir cet événement. Réservez vos billets afin d'assister à la 19e édition des Jeux méditerranéens. Salah Faisal, Al24 News, de la reine de la Méditerranée, Oran. Et qui dit manifestation sportive, dit bénévoles. Nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement à Oran pour donner un coup de main. Des jeunes bénévoles dont la majorité étudiantes et étudiants maîtrisant plusieurs langues pour faciliter la communication avec les différentes délégations qui prendront part à ces Jeux. Imen Merad. Quelques jours nous séparent de la 19e édition des Jeux méditerranéens organisés par Oran. Wahran El Behia s'apprête à recevoir ses hôtes dans les meilleures conditions, afin de leur offrir une excellente prise en charge. À cet effet, une cellule d'accompagnement s'active aux derniers préparatifs pour garantir le succès de cette manifestation. On a opté surtout sur les formations afin que ces volontaires soient prêts. On a fait des sorties, on a fait des tests events, on a fait plein de choses pour que le volontaire, comme je viens de le dire, soit au top. Le comité de formation et de volontariat s'est chargé de rassembler et de former des volontaires pour mener à bien cette mission d'accompagnement. Nous avons l'honneur d'être présents dans ces occasions sportives méditerranéennes et possibles mondiales. Notre rôle, c'est d'encadrer et de mettre à la disposition des jeunes
tout ce qu'ils ont besoin comme communication. Cette formation aussi donnera un plus et motivera nos jeunes pour ces Jeux méditerranéens. Inch'Allah, يكونوا à la hauteur. Et puis, vive l'Algérie, wahran fil qalb. Le choix des volontaires s'est porté sur des étudiants des 4 coins d'Algérie, maîtrisant différentes langues, à l'instar de l'italien, de l'anglais, de l'espagnol ou encore du turc. Je suis étudiante universitaire en langue espagnole. Je suis volontaire pour les Jeux méditerranéens. Je vais traduire la langue turque. Ce comité facilitera la communication avec les délégations étrangères qui seront sur le sol algérien les jours à venir. Un comité qui jouera incontestablement un rôle crucial dans la réussite de cette manifestation. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo. Et je vous retrouverai le week-end prochain, comme de coutume, pour le journal télévisé. Je vous souhaite un très bon début de semaine et une excellente soirée sur Al24 News.